Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence au lycée Louis-Vincent de Metz, conférence sur l'Afrique et sur l'avenir de l'Afrique. Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui et de bien vouloir écouter notre conférencier. Et puis je vais remercier les partenaires de l'établissement. Si vous pouvez vous installer devant la table, merci. Les partenaires de l'établissement et en particulier donc l'association Démo et Débat. En la personne de... Tu n'as pas pris ton micro et il faut l'allumer. Voilà. Allez, Aliane, c'est à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour cet événement que vous propose Démo et Débat. Donc, Démo et Débat, c'est une association qui est née en 2018 avec quelques personnes de toutes générations et de parcours différents. Notre association a pour objet de questionner le monde, de questionner le monde et de l'explorer par des différents événements. Ces événements ont lieu le plus souvent à Thionville, puisque nous sommes parrainés par subventionnés, je veux dire, par la mairie de Thionville. Donc on doit faire des événements en principe dans les locaux de Thionville, dans les salles de Thionville. Mais depuis 2019, nous avons un partenariat avec les lycées. Notre objectif, c'était aussi d'atteindre des personnes un petit peu plus jeunes. Donc on a un partenariat avec 3 lycées de Thionville, un lycée d'Ayange, un lycée de Famec, et également maintenant depuis la 2e année, puisque nous étions venus l'année dernière avec Jean-Marc Daniel, avec Louis-Vincent, et je remercie le proviseur de nous inviter. Je pense que j'ai tout dit. Si j'oubliais de vous dire, en fait, mais ça va passer dans la vidéo, que ce soir, il y a une table ronde géopolitique à Thionville, au Val-Marie, qui est tout près du stade de Guentrange. Si ça vous intéresse, ça commence à 19h. Vous pouvez être là à partir de 18h30. Il y aura 2 heures de conférence avec d'autres personnes, notamment Diadé Dembélé, Olivier Dubois, François Grunewald ici présent, et Tanguy Kidler qui a remplacé une personne prévue avant. C'est bien évidemment gratuit et j'espère que vous pourrez venir, que certaines personnes pourront venir peut-être pour assister à cette table ronde. Merci. Merci Eliane pour ta présentation. Je vais laisser la représentante de la mairie de Thionville, en tout cas du jumelage avec Thionville, de nous parler de son action au quotidien. Oui, bonjour. Je suis la présidente du comité de jumelage. Voilà, je ne suis pas la membre du conseil municipal. Donc un comité de jumelage entre Thionville et puis la grande ville de Gao, au Mali, qui seront complètement au nord du Mali, et 4 petits villages qui sont au sud du Mali, qu'on appelle les villages de Kenyeba-Konko. Voilà. Donc on est en jumelage avec eux depuis 35 ans à peu près, dans 2 contextes très différents. Donc une très grande agglomération complètement au nord du Mali, à la limite sur la bande sahélienne. Et puis 4 petits villages vraiment isolés, un contexte très rural, tout à fait au sud du Mali. Voilà. Et puis donc on a travaillé beaucoup sur l'éducation, sur la ville de Gao. Aujourd'hui, on a du mal à échanger avec eux. Les conditions sont un peu plus difficiles, et avec nos partenaires du Sud, on travaille plus sur des projets de maraîchage. Voilà. Ok, merci. Je remercie donc la ville de Thionville aussi pour nous permettre d'avoir une partie de des conférences qui sont organisées aujourd'hui ensemble. Je remercie aussi le Crédit Mutuel Enseignant qui est un partenaire de notre établissement et de la Web TV du lycée pour nous permettre d'organiser ces conférences régulièrement. Alors on en fait quelques-unes à thématique politique comme aujourd'hui, et puis quelques-unes à thématique scientifique où on vous invite à venir nombreux, en tout cas plus nombreux que les fois précédentes. Ça serait une bonne chose. En tout cas, merci au Crédit Mutuel Enseignant. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Grunewald qui va se présenter et qui va nous tenir en haleine durant toute sa conférence.
Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça marche le son? Voilà. Donc d'abord, merci pour l'invitation à la fois de l'association des mots et débats qui m'invite, pour le lycée qui nous accueille. Moi, je suis en fait fils de prof d'histoire-géographie. Donc j'ai baigné dans ces matières-là. Ce que mes parents me donnaient comme message autour de ça, c'est l'histoire et la géographie, c'est comprendre le monde, comprendre les autres, pour essayer de construire un monde plus solidaire et plus généreux. Et je pense que c'est les mêmes messages que vos profs vous amènent, et c'est dans ce cadre-là que je suis un peu ému d'être avec vous aujourd'hui. Mes parents sont décédés depuis longtemps, mais voilà, c'est une façon pour moi de reprendre un peu la balle. Alors, donc, je suis ingénieur agronome, hein, donc je travaille régulièrement en Afrique depuis une 40aine d'années, et du nord au sud et de l'est à l'ouest, j'ai eu la chance de parcourir un petit peu tous ces terrains différents pour mon travail d'agronome et d'agropastoraliste. Et puis bon, j'ai travaillé sur d'autres dynamiques aussi, mais c'est ça qui m'amène un petit peu à être devant vous aujourd'hui. Alors, le sujet, le futur de l'Afrique, en fait, il faudrait dire les futurs des Afriques. Parce que l'Afrique, c'est quelque chose à la fois de très énorme géographiquement. Hein. C'est un continent qui fait des milliers de kilomètres de long, des milliers de kilomètres de large, et qui couvre des bandes climatiques qui vont du désert au désert, en passant par les forêts tropicales et les jungles les plus épaisses du monde. Voilà, donc quelque chose de très... C'est un pays dans lequel il y a plus de 5000 langues différentes. C'est un continent dans lequel il y a plus de 5000 langues différentes. C'est un continent dont la moyenne d'âge est 17 ans. Donc 50%, plus de 50% de la population africaine a moins de 18 ans. Donc c'est un continent très jeune. C'est un continent qui, avant d'en comprendre le futur, c'est déjà important peut-être d'en comprendre le passé, ou les passés. Vous vous rappelez sans doute que Lucie, la première ancêtre de l'homme, vient de cette zone du Rift, sur l'Éthiopie, en descendant vers le désert de l'Afar. On est dans ces zones dans lesquelles on a vu émerger des civilisations très riches qui ont souvent disparu, et qu'on commence tout juste à retrouver. Pendant très longtemps, on disait l'Afrique, c'est le continent des villages. Et on est en train, grâce à l'imagerie satellitaire, de voir qu'en fait, il y a eu d'énormes villes qui ont été construites, qui étaient des villes faites en briques de banco, hein, en briques de terre, et que, à cause de la colonisation et des dynamiques d'esclavage, une grande partie des populations ont fui ou ont été emportés vers les Amériques, vers Haïti, vers d'autres zones du monde, d'un seul coup, eh bien, il n'y avait plus personne pour entretenir ces villes, et la brique de banco a fondu. Et c'est maintenant, par les visions d'images satellitaires, qu'on s'aperçoit qu'il y a ces immenses villes qui existent sur le Ghana, sur le Mali, sur le Soudan, que souvent on avait, que l'analyse historique de l'Afrique avait souvent pas vu. Parce qu'en fait, on ne les voyait tout simplement pas à une vue, à hauteur d'homme. Donc voilà, c'est un continent qui a connu ces heures de grandeur. Et puis, sont arrivées les périodes des colonisations diverses, hein, les colonisations françaises, portugaises, allemandes, belges, hollandaises. Hein, il y a eu plein de pays européens sont allés faire colonie là-bas et commencer les dynamiques à la fois de pillage des hommes avec l'esclavage et de pillage des ressources, d'abord agricoles, puis de plus en plus ressources du sous-sol. Et donc, en même temps que se passaient dans nos pays les dynamiques de progression économique, de réforme industrielle, de révolution industrielle, l'Afrique était progressivement pillée de ses ressources. Et évidemment, ces dynamiques-là amènent maintenant, on en reparlera, des ressentis conflictuels très importants. Mais
l'Afrique, c'est un pays, enfin ce continent, alors qui avait ses guerres internes, ses conflits entre empires, qui avait ses conflits entre grandes zones économiques. C'est aussi un continent qui a développé des dynamiques assez étonnantes d'hospitalité. Quelque chose qu'on a du mal à comprendre, nous, occidentaux, qui est ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie. C'est-à-dire que quand des gens de familles différentes ou d'ethnies différentes sont en interaction, souvent il y a des dynamiques de moquerie qui sont très codifiées, mais qui permettent justement de pouvoir se échanger en se moquant pour ne pas rentrer dans la conflictualité. Donc il y a des tas de choses très étonnantes qui seraient d'ailleurs sûrement très importantes de redécouvrir dans nos sociétés, comment la moquerie peut être un outil de cohésion sociale. Et ça, on ne sait pas très bien faire chez nous. Pour nous, la moquerie est un outil de dégradation de l'image de l'autre, et c'est un peu tragique. Alors, dans cette Afrique, dans ces Afriques, je pense que c'est très important de réfléchir par grandes bandes agroécologiques. Les dynamiques des sociétés sahariennes et sahéliennes n'ont rien à voir avec les dynamiques des sociétés de la forêt. Et comme je disais tout à l'heure, hein, le continent africain, il y a la forêt au milieu, le Sahel, le désert au nord, et la forêt au milieu, des équivalents Sahel et des déserts au sud. Hein, les grands déserts de Namibie et du Kalahari sont l'équivalent du Sahara. Donc c'est des dynamiques très variables. Alors, le nord et le Sahel, c'est les pays, c'est d'abord des grandes zones d'agropastoralisme. C'est des zones dans lesquelles, parce que la ressource est rare, la ressource notamment en herbe et en eau est rare, c'est des zones dans lesquelles finalement les gens bougent avec les troupeaux. Et les troupeaux bougent avec là où il y a l'herbe, où il y a l'eau, qui évidemment est saisonnier. Donc ça amène des dynamiques très particulières et qui arrivent régulièrement à des tensions avec les populations agricoles plus sédentaires, un petit peu au sud, dans la zone qu'on appelle soudano-sahélienne, dans laquelle se produit ce fameux mil sorgho que vous avez dû voir dans vos cours. Et puis après, en descendant la forêt, le pays de l'igname, le pays de la forêt très impénétrable, la forêt avec quelques rares endroits maintenant encore complètement intouchés, et puis zone dans laquelle se fait des petites agricultures, et puis en dessous, quand on passe au sud, on retombe la même série en allant vers le Cap Horn et l'Afrique du Sud. Et donc continents de grande diversité, ce qui n'est pas d'ailleurs étonnant. Nous, en Europe, on a aussi des grandes diversités entre les soumis et leurs troupeaux de rennes de Finlande et les productions méditerranéennes du Sud. On a aussi toutes nos diversités. Mais voilà. Sur le continent africain, c'est important de bien voir cette grande diversité. Je parlais des diversités de langues. La plupart de mes amis et collègues africains, ils parlent au minimum 7 langues. Ils sont nés dans une langue, ils étaient entourés de gens d'ethnie avec d'autres langues, et après il fallait qu'ils apprennent le français et l'anglais, voire l'espagnol ou le portugais en Afrique lusophone. Voilà. Donc des gens dans lesquels l'habileté linguistique est souvent assez considérable. Nous, quand je suis arrivé là-bas, moi, pauvre jeune agronome français, parlant le français et baragouinant un petit peu l'anglais, quand j'ai vu que mes collègues ils parlaient le bambara, le saracolé, le peul, le haoussa, etc., quel choc pour moi de mon inhabilité intellectuelle à manier toutes ces langues. Il a fallu que je m'y mette. Hein. Voilà, donc j'ai appris quelques langues. Donc ça, c'est un premier élément. On est dans des sociétés dans lesquelles l'intercommunauté fait partie d'éléments de règles de base. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Et ça va jouer un rôle important quand on va parler du futur.
Dans ces dynamiques qui se sont mises en place dans les années de la colonie, de la colonisation et de la néocolonisation ou de la décolonisation, on a vu évidemment se renforcer ce que eux appellent, que nos collègues africains appellent souvent de façon assez juste, des dynamiques de pillage, entre guillemets. Dynamique de pillage, c'est l'uranium, c'est les ressources agricoles, c'est le coton, et quand je dis pillage, c'est que ça s'est fait de ce que les économistes appellent l'échange inégal. C'est-à-dire que la valeur des produits tels qu'ils sont produits en Afrique, et comme ils sont achetés par nous, et quand on va dans le sens inverse, quand on exporte nos produits, il y a d'énormes pertes de valeur pour les économies africaines, et donc on est sur des dynamiques d'inégalité de l'échange, et qui fait que ça rend la capacité des pays à construire, à faire ce qu'on appelle leur accumulation de capital beaucoup plus difficile. Donc ça c'est un premier élément qui va poser des questions et qui pose des questions quand on arrive sur la réflexion sur le futur. Le deuxième élément qui joue de façon quand même compliquée maintenant, c'est que cette Afrique a des grandes zones en paix et des zones en guerre, en conflit. Et que autant c'est relativement facile de travailler dans les zones en paix, autant c'est plus compliqué de travailler dans les zones en conflit. Mais ces zones en conflit représentent des parties très importantes. Toute la partie RDC Congo, RCA, et qui va sur le Sahel, c'est pas loin du tiers du continent qui est en conflit. De l'autre côté, dans la zone Éthiopie, Somalie, alors les parties en conflit sont plus petites, mais ça représente encore des zones très importantes. Et qui pourtant ont des zones qui contrôlent l'accès à la mer, c'est là où normalement il devrait y avoir des ports actifs pour le commerce et qui sont en partie paralysés pour les conflits. Donc voilà, on est sur cette dynamique dans laquelle il y a des conflits qui sont des conflits plutôt internes, donc ce n'est pas des conflits entre pays, c'est des conflits entre communautés, entre ethnies ou au nom de religion, qui font que une partie des énergies de la jeunesse, une partie des énergies économiques, une partie des moyens, en fait, sont stérilisés dans ces conflits, et une partie de ce qui pourrait être l'aide internationale pour aider ces pays, soit elle n'arrive pas, parce qu'à cause de conflits, on n'y va pas, soit elle est détournée dans les efforts de guerre, et donc ça fait que le progrès est très lent, voire éventuellement régressif. Donc vous avez tous entendu parler des histoires de Serval, de Barkhane, des crises récentes au Sahel. Je vais peut-être m'arrêter un tout petit peu là-dessus parce que c'est important. Moi, cette zone du Sahel, c'est une zone que j'ai traversée dans tous les sens, comme jeune agronome et jeune agro-pastoraliste, en dormant dans les villages, en passant du temps à suivre les troupeaux pour repérer un petit peu les pratiques traditionnelles de médecine traditionnelle sur l'élevage avec des choses extraordinaires. Pour nous, on a des maladies dans lesquelles la médecine vétérinaire française a un mot, et pour la même maladie, les éleveurs Peuls ont 7 mots différents pour décrire les différentes phases, les différentes formes. Donc voilà, des connaissances, et donc il y a 30 ans, on pouvait partir à pied dans les villages. Moi, j'avais ma petite moto, et c'était passionnant, et ça a changé ma vie d'avoir pu faire ça. C'est aussi des moments où on commençait aussi à voir un peu l'émergence d'une réflexion qui disait « oui, les colons français, vous avez fait des trucs, mais quand même, c'est pas si cool que ça ». Je suis arrivé, donc jeune agronome, au bureau du directeur de l'agriculture de Caille, donc cette ville au nord-ouest Mali où je travaillais. Et donc, Konaté, il a enlevé son écritoire, il y avait de la poussière, il a dessiné la carte de France, ça c'est la Seine, ça c'est le Rhône, ça c'est là.
les fleuves, la Loire, etc. Il m'a dit, moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Est-ce que tu crois que c'est utile pour moi, comme chef de l'agriculture de la région de Caille au Mali? Et donc, on sentait des certains ressentiments sur comment avait fonctionné la période coloniale et post-coloniale française. Donc, il fallait écouter ça. Peut-être on ne l'a pas assez fait et il en résulte où on en est maintenant. Mais on a vu émerger des forces sociales qui, dans certains cas, avaient un rôle très positif et dans d'autres cas, avaient un rôle beaucoup plus négatif, notamment autour d'influences religieuses qui, y compris, se sont mis en contradiction avec des tensions intra-religieuses locales, hein, qui ont souvent été amenées de l'extérieur, hein, venant des États du Golfe, venant de plein d'influences du Pakistan, qui ont quelque part fait évoluer ce qui était un islam africain, qui était un islam de paix, un islam très capable d'écoute et vers des tensions beaucoup plus graves, et qui ont amené d'abord beaucoup de guerres entre Africains, hein, et puis qui ont amené des évolutions de conflits qui font que des zones entières sont en train de rentrer dans une espèce de trou noir. Alors, une grande partie de l'échec de l'aide post-coloniale, c'est qu'elle a laissé se développer des États de non-droit. On a vu des zones entières du Sahel dans lesquelles les États nationaux, les administrations nationales n'étaient plus présentes, dans lesquelles se développait corruption, absence de services et absence d'une présence de l'État régalien. Et la nature ayant toujours horreur du vide, d'autres acteurs sont venus présenter des modèles alternatifs, et notamment des modèles autour de la charia, qui ont amené énormément de tensions, mais qui ont aussi amené le développement de ces groupes radicaux, qui s'en prennent d'abord à leurs propres citoyens, et puis qui évidemment s'en prennent de temps en temps aussi aux Occidentaux. Et en tout cas, donc, toute une dynamique que l'on voit exploser, qui maintenant a amené des tensions très fortes au sein des pays, puisque aussi bien au Mali, au Burkina et au Niger, l'État n'arrive plus à contrôler, et donc l'État rentre dans des dynamiques militaristes répressives, et que quand on rentre dans des dynamiques militaristes répressives, en général, on va dans des circuits, des cercles vicieux qui font qu'on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Donc on a un petit peu cette situation au Sahel qui est compliquée, sur laquelle s'il y a des questions, je pourrais répondre. Heureusement, il y a d'autres zones qui vont beaucoup mieux. Le Kenya est un pays assez étonnant, parce que d'abord, c'est un pays dans lequel les élections en général se passent bien, même s'il y a régulièrement des difficultés. En 2006, il y a eu beaucoup de violence post-électorale, mais maintenant, les choses se passent beaucoup. Il y a toute une dynamique économique qui se met en place. C'est le premier pays africain qui a atteint un niveau de 70% de son énergie en énergie renouvelable. Ce qui est énorme. Ce qui est incroyable. C'est le premier pays du monde où s'est développée la monnaie téléphonique. Hein, on paye avec son téléphone, on envoie de l'argent, tu as besoin de 15 € pour payer une amende, hop, tu payes ton amende par ton téléphone. C'est le premier pays au monde qui a développé les systèmes de paiement par téléphone. C'est l'endroit où sont nés ce qu'on appelle les User-Generated Data en cartographie, c'est donc les données générées par les utilisateurs pour faire de la carto. Et donc, ça s'est fait notamment au moment où il y avait justement ces violences post-électorales en 2006, où des développeurs kenyans ont développé des applications de cartographie interactive
pour permettre de dire, attention, là il y a des gangs armés qui vont piller les villages, préparez-vous, ou là on a des femmes qui se sont fait violer, envoyer une équipe médicale, donc de la carto hyper interactive qui est maintenant au cœur de tous les outils de gestion de catastrophe. Maintenant, les outils de gestion de catastrophe sont de plus en plus appuyés sur des cartes, et ces cartes s'appuient sur les données produites par les utilisateurs, donc, et tout ça, c'est né au Kenya, bien avant que ça soit développé chez nous. Donc, on voit un petit peu tout ça. On voit aussi cette chose absolument extraordinaire qui a été le saut technologique. Nous, pendant des générations en Europe, on a développé les lignes téléphoniques, lignes de cuivre avec les poteaux sur le bord des routes, etc. Quand on est dans un pays comme le Congo, dans lequel 70% du pays n'est pas connecté à une route, éventuellement une piste de brousse chaque année dévastée par la saison des pluies, voilà, des dimensions énormes. On parle de milliers de kilomètres. Très vite, il y avait quelques lignes téléphoniques qui étaient en place. La radio comblait, et en fait, le pays, il a fait le saut, il est passé très rapidement au téléphone portable. Et donc, d'un seul coup, et des sauts technologiques comme ça sont des trucs assez considérables. Et on voit maintenant partout, y compris au fond des villages, au fond des campements nomades dans le désert, les gens, ils ont des téléphones portables. Et à partir de là, non seulement ils téléphonent, mais ils ont aussi des applications qui leur permettent de voir où est-ce qu'il y a de l'herbe, où est-ce qu'il y a de l'eau, où est-ce qu'on doit amener les troupeaux, quels sont les prix des produits agricoles pour voir comment est-ce qu'ils vont vendre et tout ça. Mais aussi parce qu'ils ont ce téléphone et qu'on est loin d'endroits où il y a des accès téléphoniques, d'un seul coup, le solaire se développe naturellement. Il y a plein d'endroits en Afrique où il n'y a pas d'arrivée de la ligne électrique classique. Par contre, dans toutes les maisons, il y a des petits panneaux dans lesquels les gens rechargent leur téléphone, ont des petites lampes électriques pour s'éclairer le soir, les écoles, pareil. Et donc, il y a des sauts technologiques qui se font très rapidement et qui sont très intéressants et très, très impressionnants. Alors, un autre élément clé pour comprendre, pour commencer à réfléchir le futur de l'Afrique, c'est de voir les dynamiques d'urbanisation. Donc, j'ai parlé de ces grandes villes, des empires anciens, l'empire de Sandiata Keita, l'empire du Ghana, etc., qui ont disparu. En fait, les populations se sont déplacées vers les côtes ou ont été déplacées de façon forcée vers les côtes. Et les grandes agglomérations africaines se sont développées en général dans les zones côtières. Donc c'est toutes les urbanisations de la zone de Dakar, c'est toutes les urbanisations de toute une partie des côtes africaines qui sont des dynamiques très impressionnantes et qui laissent évidemment des interlandes, des zones continentales beaucoup plus vides, mais dans lesquelles, là aussi, l'urbanisation a commencé à se construire. Des capitales comme N'Djamena au Tchad ou des capitales comme Addis Abeba en Éthiopie sont des villes complètement continentales et qui construisent autour d'elles des méga-cities avec leurs auréoles de bidonvilles et d'urbanisation sauvage. Cette dynamique urbaine, qui est en général incontrôlée dans l'organisation de l'espace, mais aussi très peu contrôlée dans son organisation du travail, c'est le monde de ce que les économistes appellent l'économie informelle. En fait, elle est informelle parce qu'on n'en comprend pas la forme. Mais elle est en général très structurée. Les mamans qui font les restaurants de rue, elles ont des structures d'approvisionnement de leurs produits très claires, très organisées. Elles savent comment se débarrasser de leurs déchets. Enfin, en fait, beaucoup de cette économie informelle n'est informelle qu'à nos yeux, parce qu'on n'en comprend pas la forme. Il y avait eu un moment dans des observateurs géostratégiques qui parlaient de l'Afrique, parlaient des conflits déstructurés. Mais en fait, ils étaient déstructurés que parce qu'on n'en comprenait pas la structure.
Mais en fait, c'était des choses très structurées, très organisées, etc. Simplement, voilà, quand on n'a pas les bonnes lunettes, on ne voit pas la moitié de la réalité. Et quand on ne voit pas la moitié de la réalité, ben on dit elle est informelle, elle est déstructurée, elle est non structurée, et voilà. Donc en tout cas, il y a un enjeu très important de voir que toute cette économie qui représente des parts non reconnues du PIB des pays, parce qu'en général, l'économie informelle, elle est très peu comptabilisée dans les livres statistiques et dans ce qui permet à la Banque mondiale de dire les produits intérieurs bruts des pays, etc. C'est souvent plus de 50% de l'économie. L'économie du commerce des tissus, l'économie de la revente de l'agriculture, l'économie de plein de choses, passe par les systèmes informels, dits informels, et en fait, c'est des éléments absolument clés de l'économie de ces pays, et que souvent, la seule façon que les États ont de, quelque part, de la prendre en compte, c'est en la taxant. C'est les fiscalités de rue, donc vous utilisez pour votre petit restaurant tant de mètres linéaires de rue, on va vous taxer, c'est tant le mètre linéaire. Vous allez au marché amener vos produits, on ne sait pas ce que vous vendez, on ne va pas pouvoir compter, mais on va vous taxer sur le mètre linéaire de marché. Et que la seule façon des États de quelque part de prendre en compte cette économie et donc de la fiscaliser, c'est par des systèmes de type mètre linéaire de trottoir ou mètre linéaire de marché. Donc ça c'est un premier élément qui est important. Donc, le fait que pendant que ces dynamiques, entre guillemets, que j'ai appelées de pillage, se mettaient en place sur les ressources naturelles de ces pays, en Europe, se construisaient des politiques industrielles. Donc, on produit de la voiture, on produit des machines, on produit avec du fer importé, avec éventuellement de l'énergie, avec toujours de l'énergie importée depuis qu'on n'a plus de charbon, enfin qu'on utilise moins de charbon. Voilà. Donc, on a construit notre appareil industriel et que d'un seul coup, et qu'évidemment, une partie de cet appareil industriel produit des produits pour être exportés. Donc, on va vendre des voitures, nous, les Japonais, tout le monde vend des voitures à l'Afrique parce qu'il n'y a pas de production de voitures en Afrique. Et donc, à partir de là, on est dans des contextes dans lesquels, finalement, construire des appareils industriels qui vont permettre à la jeunesse de trouver un boulot, c'est extrêmement difficile. Et que ça, c'est un des gros défis actuels, c'est comme toute l'industrialisation s'est faite au nord, toute cette immense jeunesse, j'ai dit tout à l'heure 50% de la population a moins de 18 ans, toute cette immense jeunesse qui arrive dans les villes et qui ne trouve pas de travail, c'est le défi majeur actuel du continent africain. Qui essaye de trouver évidemment des solutions. Donc maintenant, on a des endroits où il y a des pépinières de PME qui se développent au Kenya, au Sénégal, etc., qui commencent à produire, par exemple, leurs propres drones. Ils ont compris qu'ils ne vont jamais faire de la grosse machine, mais ils se mettent à travailler sur des dynamiques beaucoup plus fines de production de petits produits industriels qui ne demandent pas des gros ateliers, donc qui ne demandent pas des gros investissements, mais qui permettent de mettre en place des choses très utiles pour le continent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les drones de livraison, en fait, ça a réellement commencé à se développer en Afrique. Au Rwanda notamment, où, donc pays des 1000 collines avec des infrastructures même de haute qualité en route, mais très vite on rentre dans les collines, on n'arrive plus il n'y a plus des pistes. Pour pouvoir amener des poches de sang dans les dispensaires, pour pouvoir, quand un blessé de la route, on doit pouvoir très vite lui faire une analyse de sang pour lui faire une transfusion, y aller en voiture, c'est 10 heures. Le drone, aller-retour, 3 heures. Et ça permet donc d'un seul coup, dans ce type de contexte,
Là encore, le saut technologique, et donc avant ce qu'on a pu voir de ces images, de ces drones utilisés en Ukraine, dans lequel un petit drone commercial est utilisé pour voler, non seulement il fait des images, mais on lui met une petite grenade et puis il va la lâcher sur le tank. Avant que ça se développe, c'est développé dans certaines zones d'Afrique, ces drones qui amènent des médicaments, qui amènent des pochettes de sang, qui prennent des échantillons et qui les ramènent dans les laboratoires. Donc, une innovation, une capacité d'innovation qui est chaque fois liée à des sauts de technologie parce que, tout simplement, les conditions logistiques locales sont difficiles. Et que si on veut passer outre ces conditions logistiques difficiles, il faut innover et faire des sauts technologiques importants. Donc ça, c'est un premier élément qui est assez fascinant de voir dans cette imagerie qu'on a souvent d'une Afrique très en retard sur tout, et qui est en retard sur plein de choses. Mais en même temps, à côté de ça, il y a ces dynamiques absolument fabuleuses de sauts technologiques sur les télécommunications, sur les transports, etc., que l'on voit émerger. Deuxième chose qui est assez fascinante, j'en parlais tout à l'heure par la multiplication de ces petits panneaux solaires qu'on voit dans tous les villages pour charger le téléphone, mettre un petit peu de lumière, mettre la sono pour faire un peu de musique. L'Afrique est aussi en train de se diriger vers toute la dynamique de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on a des immensités de rocailles dans le désert, avec comme ressource non limitée le soleil, on aurait tort de s'en priver. Moi, quand j'habite dans le sud de la France, quand je vois des belles parcelles agricoles qui sont transformées en champs de panneaux solaires, mon cœur d'agronome pleure. Parce qu'on devrait quand même plutôt produire des choses agricoles que de mettre des panneaux solaires qui stérilisent. Alors maintenant, on est en train de dire on va mettre des panneaux solaires un petit peu plus haut pour faire de l'ombre et faire de la culture sous ombrage, pour pouvoir avoir les deux, la dynamique agricole et la dynamique solaire. Là, on en est encore sur des expérimentations. Il y a des endroits en Afrique où le sol est incultivable et on peut le valoriser en mettant des panneaux solaires. Donc ça, c'est en train de se lancer et ça va changer de façon assez considérable les dynamiques de développement, parce que toute industrialisation demande de l'énergie. Et donc si une partie de l'Afrique peut avoir accès à de l'énergie gratuite grâce au soleil, le soleil permettant aussi de faire cette extraction de l'hydrogène à partir de l'eau, qui permet de produire aussi des énergies qui pourront être commercialisées, ça sera très intéressant. Et ça sera très intéressant parce que une partie, quelque part, des ressources de l'Afrique, qui sont les ressources du sous-sol, et notamment de gaz et de pétrole, sont des vrais dangers par rapport au changement climatique global. Donc les Africains ils disent « Oui, mais nous, vous nous avez bouffé une partie de notre pétrole pour vous développer, vous, en Europe, ou aux États-Unis, ou en Chine. Et nous, pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser ce qui reste pour nous développer, nous ?» Mais évidemment, tout ça, c'est plus de gaz à effet de serre, plus de problèmes d'aggravation des risques de changement climatique. Et donc, il faut des alternatives. L'alternative pourra être notamment liée à cette multiplication de ces capacités africaines de production d'énergie verte qui pourront l'aider à son développement, mais qui pourront aussi produire une ressource commercialisable qui vont faire des entrées économiques, des entrées financières, et donc améliorer les revenus des États et permettre un meilleur fonctionnement des services, etc. Donc ça, c'est un élément qui est assez passionnant d'observer et qui va très vite. Ça va très vite. Les dynamiques qui viennent autour de ça sont assez rapides. Alors, il fut un temps où, je disais tout à l'heure, cette Afrique a été colonisée par le gang des 5, des grands pays colonisateurs européens, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne et la Belgique. Le club des 5 colonisateurs. Les Italiens ont fait un petit peu de trucs sur l'Éthiopie et la Somalie, mais c'est marginal. Voilà.
Les décolonisations ont fait qu'une partie de ces pays, évidemment, ont perdu une partie de leur pouvoir sur leurs anciennes colonies. Une partie de ces anciennes colonies ont essayé de réfléchir à d'autres alternatives. Et c'est là qu'on a vu arriver progressivement d'autres acteurs, la Chine, la Turquie, les États du Golfe, qui se sont mis à investir de façon assez massive. Alors, quand on discute avec des économistes africains, ils nous disent « Nous, on est content d'avoir les investissements chinois parce que ça nous libère des investissements français, par exemple. Mais, disent-ils, les stratégies des investissements chinois sont bien plus pilleurs de nos propres ressources que n'était la colonisation française. Les taux d'endettement, les taux d'exploitation et finalement le retour sur investissement pour les pays africains n'est pas très équilibré. Donc on commence à voir dans plusieurs pays d'Afrique des mouvements anti-chinois qui disent ils nous ont fait miroiter qu'ils allaient nous libérer du poids des colonisateurs du passé. En fait, leurs pratiques sont beaucoup plus graves pour nos économies que les pratiques des colonisateurs du passé. D'autres pays interviennent. Donc la Turquie, par exemple, est un acteur très présent, mais avec d'autres stratégies, des stratégies de positionnement d'entreprise qui font baisser les coûts et qui gagnent les appels d'offres, qu'avant, c'était des entreprises françaises qui gagnaient. Ben maintenant, hop, c'est des Turcs. Beaucoup plus fins, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus malins et beaucoup plus en dynamique de co-construction que ce que faisaient, entre guillemets, les Français ou les Chinois. D'autres pays sont là aussi, hein, donc je parlais des pays du Golfe, qui, eux, ne sont pas du tout dans des dynamiques de prêt, mais beaucoup dans des dynamiques de dons, avec une partie de dons pour les infrastructures, une partie très importante pour l'éducation et la construction des mosquées, et une partie très importante pour prendre une partie des élites africaines et les former à Doha ou à Dubaï, ou au Pakistan, où se trouve un certain nombre de grandes zones de formation. Donc là, on voit évoluer un nouveau jeu des acteurs. Et puis, le dernier revenant dans la zone, ce sont évidemment les Russes. Vous avez tous entendu parler de Wagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes, ils étaient très présents dans le passé en Afrique, pendant la guerre froide, où l'Afrique était le terrain, un des terrains des grandes luttes entre le bloc Est et le bloc de l'Ouest. Et toute une partie des élites intellectuelles ou militaires africaines ont été formées à l'université militaire de Moscou, à l'université de Kiev d'ailleurs, qui était à l'époque partie de l'Union soviétique, et donc beaucoup de liens qui ont existé et qui se réactivent maintenant dans le cadre d'un renouveau de la présence russe sur le continent africain, dont la partie la plus visible est évidemment Wagner, donc cette milice soi-disant n'existant pas, puisque théoriquement elle n'existait pas en Russie quand elle est apparue au Mali, en RCA, en République centrafricaine notamment, puisque dans la législation russe, les milices n'existent pas. Ah, donc finalement, ça s'est un peu clarifié, entre guillemets. On a vu arriver ça avec l'Ukraine, hein, son rôle particulier sur l'Ukraine. Et puis toutes les péripéties que vous avez pu voir avec la mort de Prigojine et les évolutions. Donc, on a donc sur ces Afriques où une partie des grands acteurs du passé se trouvent progressivement relégués à des positions secondaires, voire absentes, ce qui est un peu de plus en plus le cas de la France au Sahel notamment. D'autres acteurs sont arrivés avec d'autres agendas, d'autres mécaniques,
économiques, d'autres mécaniques politiques pour contribuer à ce développement des Afriques pour le futur. Donc, on est actuellement dans cette situation et se posent quelques grandes interrogations. Une des premières interrogations est que, en fait, maintenant, quand on regarde les débats internationaux, on s'aperçoit que le gros sujet, c'est le changement climatique. Tout le monde ne parle souvent plus que ça. Le deuxième sujet, c'est la lutte contre la pauvreté et la famine. Et puis, quand même, derrière tout ça, souvent en arrière-plan, il y a les ressources naturelles, notamment les ressources du sous-sol, avec, en diminution progressive en termes d'intérêt, mais en augmentation en termes de quantité, le pétrole et le gaz, et en augmentation très forte en termes d'intérêt et en quantité, tout ce qui est les métaux lourds, le cobalt, le lithium, des choses dans lesquelles, du fait de sa géologie, des zones d'Afrique comportent parmi les gisements les plus importants du monde. Donc, on est passé du temps où fonctionnait ce qu'on appelait le commerce triangulaire. Donc, on prenait le blé, enfin, pardon, on prenait le riz de l'Indochine qu'on amenait en Afrique, qui permettait de casser l'agriculture locale, puisqu'on vendait du riz indochinois dans les villes africaines à un prix inférieur au prix des produits locaux. Donc on a cassé la production locale avec ce système de l'importation des riz d'Asie. Parce que la production de produits locaux pour consommation locale, comme le mil ou le sorgho, s'écroulait, une partie de l'agriculture s'est orientée vers des cultures industrielles. C'est les grandes époques de l'arachide et du coton dans tous les bassins arachidiers et cotonniers de l'Afrique, parce que l'Europe avait besoin de ces arachides et avait besoin de ce coton pour son industrie. Et en échange de quoi, nous, on vendait à l'Afrique des produits transformés, des cotonnades, des conserves, des choses comme ça. Donc, commerce triangulaire dont la dynamique a été, quelque part, d'abord de rendre les systèmes alimentaires africains extrêmement vulnérables, car extrêmement dépendants de produits importés. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et c'est encore une grosse bagarre, une partie de l'économie laitière d'Afrique n'arrive pas à se développer parce que l'Europe continue d'envoyer des surplus, des poudres de lait qui empêchent ce développement de l'industrie laitière de ces pays. Lors d'une de mes dernières missions en Somalie, pas en Somalie, à Djibouti, c'était marrant parce que donc, à Djibouti, il y a une usine qui produit tous les produits laitiers pour le pays. Le lait, le yaourt, etc. 100% de ce lait, de ces yaourts, est produit avec du lait importé de l'Union européenne, à prix subventionné. Et puis, il y a eu des histoires, des bisbilles entre le président, le fils du président, un ministre, la fille du ministre, etc., qui fait qu'à un moment, il a été impossible d'importer des produits de la poudre de lait de l'Europe. Il y avait, à cause de conflits internes, quelque part, ça s'est bloqué. En 3 semaines, on a vu se multiplier autour de Djibouti des dizaines de centres de vente de lait de chameau. Puisque d'un seul coup, il y avait une demande. Évidemment, les Djiboutiens, ils aiment beaucoup le lait de chameau. Là, l'Europe en produit assez peu de poudre de lait de chameau. Donc, le lait en poudre qui arrivait, qui permettait de produire du lait en bouteille et des yaourts, c'était du lait, d'un seul coup, bloqué. Les éleveurs sont arrivés, le lait de chameau est arrivé, c'était impressionnant. Bon, alors, juste entre parenthèses, cette année, l'année 2024, enfin l'année qui vient, est l'année internationale des chameaux et des dromadaires. Ça vous fait peut-être rigoler. Moi, j'adore ces bêtes. J'ai passé des années à
à m'occuper de soigner des chameaux dans quelques déserts. Et voilà, c'est des animaux étonnants. Et donc, voir en tout cas comment, parce qu'un blocage sur l'importation de produits exportés qui quelque part paralysait le développement de l'économie locale, eh ben, ce blocage a permis une relance des systèmes pastoraux et de l'économie pastorale incroyable. Donc c'est bien la preuve que ça peut marcher quand on laisse la liberté à l'économie de se passer. Alors, autre élément qui est intéressant de voir, c'est qu'une grande partie de l'Afrique maintenant mange du pain. À part dans le delta du Nil et à part dans quelques deltas de quelques zones de l'espace méditerranéen, on ne produisait pas de blé en Afrique. Maintenant, il y a plein d'endroits, pour satisfaire la consommation de pain, ben les gens se sont mis à produire du blé. Le problème, c'est que le blé, un petit peu moins que le riz, mais le blé est très consommateur d'eau. De même, les villes africaines, qui sont des villes dans lesquelles on mange beaucoup de blé, de riz maintenant, ça a amené à la mise en place de grandes surfaces de production de riz, lui aussi très consommateur d'eau. Et donc, dans des contextes dans lesquels l'eau est rare, dans des contextes dans lesquels les cultures traditionnelles, le sorgho, le blé, le teff, etc., sont assez productives et consomment assez peu d'eau, à cause des changements des modes alimentaires directement issus de la colonisation, eh bien, on a mis en place des systèmes de production de riz et de blé extrêmement consommateurs d'eau, qui sont un peu des aberrations économiques et des aberrations agronomiques. Mais voilà, maintenant, il faut nourrir les villes avec le blé et le riz, et donc on a fait tous ces investissements dans des grands périmètres risicoles ou pour le blé dans tous les pays d'Afrique sahélienne et sahélo-soudanaise. Donc ça, c'est important de voir, parce que des évolutions ce qu'on appelle les systèmes alimentaires sont des choses très lentes. Et donc, il va falloir voir, et dans plein d'endroits, quand je discute avec les ministères de l'agriculture, ils disent on aimerait bien, mais c'est compliqué, y compris parce que les gens ont pris des habitudes, et dans presque toutes les villes africaines, c'est facile de manger du riz, il y a partout où on vend du pain, et donc inverser ça est peut-être mission impossible. Mais en tout cas, c'est un débat dans beaucoup de contextes africains. Un autre débat qui est important, puisqu'on mange beaucoup de viande en Afrique, hein, malgré tout, on n'est pas du tout en zone pré-végane, et que l'agriculture est quelque chose de très important, puisque les animaux sont souvent la première source de puissance de travail pour tirer les charrettes, pour labourer, et souvent aussi la première source d'engrais grâce au fumier. Donc il faut des animaux, sinon il y a un problème là, Ah bon. Et donc sinon, s'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de production d'engrais organiques, il n'y a pas de production de fumier. Et donc s'il n'y a pas de production de fumier, il n'y a pas de capacité de régénérer la fertilité des sols. Et donc il faut des animaux. Quel est, d'après vous, le pire danger pour les animaux en Afrique ? Manque d'eau est une bonne question, mais on peut pallier au manque d'eau en bougeant. Mais vous avez raison. Non, le pire danger, c'est le sac plastique. Il y a des sacs plastiques partout qui volent dans plein d'endroits d'Afrique. On a l'impression de se balader dans un paysage de Noël avec des sacs plastiques accrochés à tous les épineux. Et dans une des nombreuses évaluations de situations de sécheresse que j'ai fait, maintenant systématiquement, quand je vois des animaux morts, je pratique l'autopsie et voir dans quel état sont les intestins.
savez, les herbivores ruminants ont des systèmes intestinaux particuliers avec leurs différents estomacs. Et je regarde toujours. 50% des cas, il y a des sacs plastiques dans les intestins des animaux. Ça veut dire que la capacité d'assimiler l'eau et les nutriments du foin est très limitée. Donc c'est un vrai problème, et il y en a partout. Et il y a quelques années, j'étais à Nairobi où je devais présenter un peu le résultat de mes travaux à une grande conférence des ministres de l'agriculture d'Afrique de l'Est. Donc il y avait tous les pays d'Afrique de l'Est, le ministre de l'agriculture de Tanzanie, du Kenya, d'Ouganda, etc. Et j'ai commencé la conférence avec une photo d'un estomac de chèvre. Donc on voyait que c'était un truc bizarre, avec des sacs plastiques partout. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors je voyais, personne ne répondait. J'ai dit, c'est un estomac de chèvre plein de sacs plastiques que l'on a dit qui était morte à cause de la sécheresse. Non, elle est morte parce qu'à cause des sacs plastiques qu'elle avait dans son estomac, le peu d'eau disponible et le peu d'aliments disponibles qu'elle avait, elle ne pouvait pas l'assimiler. J'ai été convoqué par le ministre de Tanzanie pour que je lui explique un petit peu tout ça. 3 mois après, la Tanzanie interdisait les importations de sacs plastiques. Maintenant, en Tanzanie, on ne peut plus utiliser de sacs plastiques. Il y a des sacs en papier, il y a des sacs en trucs tissés, il y a des sacs, mais il n'y a plus de sacs plastiques. Alors, ce n'est pas uniquement le rôle de ma photo, mais je pense que ça a contribué. Et il y a plusieurs pays maintenant dans lesquels se pose sérieusement la législation de, si on veut que l'élevage se remette en état, il faut gérer cette énorme pollution de sacs plastiques qu'on voit même en images satellites, hein, c'est impressionnant. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est des débats qu'on voit dans plusieurs contextes, en fait, on peut construire toute une petite économie locale sur le nettoyage et l'élimination de ces sacs plastiques. Par exemple, il y a eu tout un travail qui a été fait sur Tombouctou, au Nord Mali, donc c'était avant la guerre actuelle, dans lequel on récupérait les sacs plastiques, on les fondait. Quand ils étaient fondus liquides, on mettait du sable, et ça faisait des briques. Et en fait, le centre de Tombouctou a été réhabilité avec des briques faites de sacs plastiques fondus avec du sable. Et ça marche très bien. J'ai revu ça encore en Haïti il y a quelques semaines, où il y a des associations de jeunes, alors on n'est pas en Afrique, hein, mais des associations de jeunes qui se sont mobilisés pour récupérer, ils partent avec des sacs, et en fait, ils finissent même par se faire de l'argent, parce qu'ils arrivent à vendre des briques qui sont faites en sacs plastiques fondus avec du sable. Donc ça, c'est un élément intéressant, mais évidemment, la chose la plus clé, c'est de trouver des alternatives aux sacs plastiques, et ça commence à se développer avec des recyclages de fibres pour faire des sacs jetables mais biodégradables. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant, parce que, quelque part, la prise de conscience d'un problème énorme, qui est cette pollution des écosystèmes par les sacs plastiques, qui devient un problème de santé animale majeur, permet à des pays de faire leur petite révolution écologique en disant on va se débarrasser de l'utilisation des sacs plastiques et on va trouver des alternatives à ça. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ça peut apparaître marginal, mais ce n'est pas complètement marginal quand on est sur des familles dans des zones dans lesquelles 70% de l'économie locale dépend de l'élevage, et que si cet élevage voit sa productivité diminuer de 50% à cause des sacs plastiques, eh bien, l'impact est grave. Donc ça, c'est un type d'exemple sur lequel on voit des choses assez passionnantes se passer dans l'un des mondes africains que je regarde, qui est celui du monde des agropastoralismes, qui vont de Mogadiscio, c'est de ce côté-là, en Somalie, jusqu'à Dakar, de ce côté-là. Donc voilà, donc ça c'est assez passionnant de voir ça. Alors,
Parmi les grandes dynamiques que l'Afrique doit gérer, ou que les Afriques doivent gérer, on a parlé de l'impact décolonisation, on a l'impact de la guerre froide. J'en ai un tout petit peu parlé en parlant du fait que pendant la guerre froide, beaucoup de militaires ou d'intellectuels sont allés se former en Union soviétique. C'est vrai qu'on trouve encore des séquelles de cette guerre froide qui s'est terminée finalement il n'y a pas si longtemps que ça, hein, 91, c'est il n'y a pas très longtemps. Et donc, on se trouve par exemple dans des pays où le régime qui est resté, c'était soit celui qui avait été mis en place pro-soviétique, soit celui qui avait été mis en place anti-soviétique. Donc par exemple, en Angola, le régime qui est en place, c'est le régime qui s'était mis en place avec le soutien de l'Union soviétique et des Cubains. Et ça marque très fortement l'organisation de l'État, l'organisation de la démocratie de l'État et l'organisation du pillage par l'État des ressources naturelles. On a d'autres pays, comme la Tanzanie, qui avaient réussi, qui étaient pro-soviétiques, pas tant parce qu'ils étaient pro-soviétiques, mais qu'ils étaient pro-soviétiques parce qu'ils faisaient partie de la lutte contre l'apartheid. Ils faisaient partie des pays qui étaient opposés à l'apartheid, hein, ce régime raciste de l'Afrique du Sud. Et donc, ils n'avaient pas fait un choix du socialisme soviétique, ils avaient fait un choix du socialisme parce que c'était un outil de lutte contre l'apartheid. Et eux, ils ont fait leur changement démocratique qui a été beaucoup plus soft. Et l'Éthiopie est un des pays dans lequel les dynamiques d'éducation, les dynamiques d'accès aux services sociaux, les dynamiques de développement économique sont les plus intéressants de l'Afrique parce qu'ils se sont trouvés à faire le choix entre... Enfin, ils ont essayé de conserver un cap entre la problématique du développement économique et la problématique de l'accès juste et équitable des populations aux services de base et notamment à l'éducation. Et donc, les pays qui ont fait ce choix font des progrès assez intéressants. Il y a des pays qui ont fait le choix du capitalisme sauvage, hein, et puis alors là, il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui s'appauvrissent, c'est assez terrifiant de voir comment ça fonctionne. Donc, on se trouve dans un contexte dans lequel aussi l'impact de cet autre marqueur de l'histoire contemporaine qui a été la guerre froide a aussi un impact sur les choix économiques, les choix démocratiques, les choix de réflexion sur le rôle de l'État et de l'accès aux services sociaux pour les populations. Ceci dit, tous ces débats ne sont pas du tout inconnus chez nous. Hein. Je pense qu'une partie de ces débats sur la démocratie, sur l'accès aux services, sur le partage de la richesse, c'est aussi des choses qui sont contemporaines à l'histoire française actuelle. Hein. Voilà, on est sur quelque part des effets de vagues et d'échanges qui sont assez passionnants à suivre. Je regarde juste le temps. On a encore... Alors, ce que je vous propose, c'est on va se prendre un temps de questions que je préfère avoir suffisamment long. Donc là, on a 3 quarts d'heure. C'est ça, hein? Et donc, pouvoir répondre à vos questions. Et puis, si après, il y a des sujets sur lesquels je dois rebondir, je le ferai. Mais je pense maintenant, c'est aussi à vous de m'interroger, de poser des questions, de critiquer. Donc, maintenant, voilà, il y a des micros qui sont là-bas. Et donc, maintenant, c'est à vous de relever le défi, de m'interpeller. Bien, déjà, je vous remercie pour votre intervention. Moi, je vais commencer par poser la première question, comme ça sera fait pour la première. Est-ce que, finalement, il est utile que la France aide l'Afrique? Est-ce que c'est intéressant pour la France d'aider l'Afrique? Vous disiez tout à l'heure que dans sa partie coloniale, elle a peut-être fait des choses qui n'étaient pas forcément très positives. Et donc maintenant, finalement, quel est l'intérêt de la France à faire en sorte que l'Afrique se développe? Alors,
je vais partir d'un contre-exemple, qui est l'exemple des Britanniques. Il y a une trentaine d'années, la ministre du nouveau ministère de la coopération britannique, qui s'appelait le DFID, Department for International Cooperation Development, elle a produit un white paper, donc un papier de politique, qui disait, en fait, pour le monde britannique, il y a 3 enjeux. Il y a un enjeu politique et diplomatique, qui est le rôle du ministère des Affaires étrangères. Il y a un enjeu économique, qui est le rôle du ministère des Finances et en alliance avec... Et puis, il y a un enjeu moral et éthique, qui va être le rôle de mon ministère. Et donc, le DFID s'est donné comme axe de lutter contre la pauvreté dans le monde, lutter contre les différences de genre, lutter contre les dynamiques de perte d'accès aux services dans le monde, et qui ont bien dit, et nous on fait ça indépendamment de l'intérêt politique et de l'intérêt économique de notre pays. C'est le rôle moral et éthique de la Grande-Bretagne pour lutter contre la pauvreté du monde et les inégalités. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait cette volet-là qui s'est développée, et en fait, pour plein de pays, d'avoir une Grande-Bretagne généreuse, solidaire, investissant contre la pauvreté, etc., ça lui a donné une image de marque énorme, qui fait que dans plein de situations, les gens qui devaient choisir entre une entreprise française et une entreprise britannique ont choisi une entreprise britannique. Parce qu'ils disaient, on préfère des gens qui sont vraiment généreux et non intéressés, et c'est avec eux qu'on va faire du business. Quand nous, les Français, on est arrivés avec nos gros sabots de la diplomatie économique, que toute action doit avoir un retour sur... On s'est décrédibilisé. On est devenus de plus en plus des gens qui sont vus comme des opportunistes économiques qui ne cherchent qu'à piller. Et que ça se fait maintenant, et ça a été la politique de Fabius et la politique du gouvernement actuel, ça ne marche pas. On voit des tas d'endroits où la France perd des marchés, tout simplement parce qu'elle est vue comme greedy, comme à la recherche du profit. Et ça marche. Ça marche pas. Les Britanniques, donc, quand il y a eu le passage de Boris Johnson, ils ont tout arrêté tout ça, ils sont repartis sur une dynamique de l'intérêt économique de la Grande-Bretagne qui doit quelque part être le principe principal. Et ils ont perdu tellement d'influence que là, ils viennent de ressortir un white paper, il y a 2 semaines, qui reprend les bases du premier, en disant « faut mieux qu'on soit perçu comme un pays qui soit capable d'être généreux et désintéressé, et qui soit vraiment perçu comme ça, parce que peut-être que ça va être meilleur pour notre influence. » Les Français n'ont pas encore fait ce choix, les Français sont encore dans cette dynamique de tout programme doit avoir un retour économique pour la France, et qu'en fait ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, est-ce qu'il est intéressant pour la France que l'Afrique se développe? Évidemment, il est intéressant pour tout le monde que les injustices diminuent, que les pays puissent se développer, que les gens aient accès à l'éducation, aux services, qu'on puisse travailler sur des échanges plus égalitaires et moins de dépendance, évidemment. On n'a pas encore complètement pris cette direction-là. Mais la pauvreté et l'injustice, c'est jamais bon. À la base, la pauvreté et l'injustice, c'est jamais bon. Et donc, quand on est dans des contextes dans lesquels les gens sont pauvres, sentent que cette pauvreté, c'est le résultat d'une injustice nationale et internationale dans lequel il y a un gouvernement qui est vu comme corrompu, pourri, vendu à l'étranger, etc., c'est pas bon. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt qui est à la fois un intérêt éthique. Lutter contre la pauvreté, les inégalités, c'est éthique. Il y a un intérêt stratégique. Un monde dans lequel subsistent des pauvretés et des inégalités, c'est un monde nécessairement instable. Et ce monde instable, c'est un monde dangereux. Et puis le troisième élément, moi, quand j'échange avec mes amis africains qui disent « François, nous, on a adoré bosser avec toi, mais on est très content que tu bosses avec nous sur des financements non français parce que
quand même, la politique de ton gouvernement, elle est un peu con, quoi. Et voilà, moi, je suis très content qu'ils me disent ça. Ils disent, nous, on aime bosser avec toi, on aime ton approche, et on aime, mais par contre, on est inquiet de la façon avec laquelle le gouvernement français gère l'Afrique. Voilà, donc là, il y a des vrais enjeux de positionnement, de méthode, de démontrer une capacité d'écoute. Moi, j'ai la chance de faire partie de cette génération encore de gens qui sont sur ces sujets-là, qui ont fait toute une partie de leur vie professionnelle dans laquelle il fallait s'asseoir sur le bord des champs et discuter avec les agriculteurs ou marcher sur les pistes avec les troupeaux, et c'est de comprendre, de connaître. Et maintenant, je vois, il y a une génération de nouveaux fonctionnaires des modes de développement que l'on voit émerger, y compris chez les ONG d'ailleurs, qui ne connaissent plus le terrain et qui gèrent l'aide au développement à coup de tableaux Excel et de visioconférences. Ça ne marche pas. Si on pense que le développement, d'ailleurs des deux côtés, ça passe par la relation, le regard, le serrer la main, boire ensemble un verre de thé sur un bord de piste, aller manger ensemble dans un restaurant, goûter ensemble. Moi, par les moments qui ont construit mon approche du développement et qui font que dans plein de contextes, je sais que je passe très bien, même des contextes très difficiles où il a fallu que je gère des choses un peu compliquées. Le fait que, alors d'abord, j'ai eu cette leçon de mon collègue qui m'expliquait que ce qu'il avait appris sur la France, la carte de France, la Loire, le Rhin, le Rhône, tout ça, c'était pas très intéressant pour lui, mais c'est ce qu'il avait appris à l'école. Donc ça, c'est première leçon. Deuxième leçon, avoir marché et échangé pendant des heures avec des gens, des paysans, des éleveurs, sur le bord des pistes. La rencontre, l'observation ensemble. Quelqu'un qui me dit, tu vois cette fleur-là? En fait, nous, on regarde cette fleur parce que le jour où elle fleurit, ça veut dire qu'il y a un vrai changement de balance climatique et qu'il ne va plus pleuvoir. Mais que tant que cette fleur n'a pas fleuri, il peut encore pleuvoir. Ça, on trouve ça dans aucun bouquin. Dans aucun truc de météo ne te parle de la fleur de patoir qui ne fleurira que quand le flux de vent du nord se sera bien établi. Nulle part. Ça, par contre, des paysans, ils m'ont raconté ça et je l'ai pu le vérifier sur 5 ans. Voilà, donc connaître, observer, être au contact des gens, c'est fondamental. Or, les mécaniques actuelles, la bureaucratisation de l'aide, la multiplication des rapports, des contraintes, fait que les gens ils passent beaucoup plus de temps derrière leur ordinateur qu'aller causer avec les gens. Et d'un seul coup, ça fait une aide qui est en partie stérilisée parce que il n'y a pas cette richesse du contact humain et de ce qu'on peut apprendre par ces rencontres qu'on fait sur des bouts de piste ou sur des bouts de bidonvilles. Donc ça, à mon avis, c'est un des grands dangers. C'est une de mes lignes de bataille quand j'interviens maintenant dans des universités, dans des formations, en disant mais allez sur le terrain, allez voir, allez discuter, allez rencontrer. Parce que il y a plein de choses que vous pourrez voir dans des livres, mais rien ne vaut la rencontre avec les faits et les gens sur le terrain. Rien ne vaut ça. Et d'ailleurs, c'est pareil en France. Hein. Pour tout dire, mais voilà, c'est important. Quand il y a eu en 2020, donc année de la Covid, moi, le Covid, ça ne m'a pas trop bloqué. Je suis quand même allé bosser, faire des missions en Afrique, etc. Mais il y a eu 2 moments très importants qui ont été l'explosion sur le port de Beyrouth et la tempête de la Roya, la tempête Alex dans la Roya. Et donc, en fait, j'ai fait plein d'évaluations. J'alternais Beyrouth-Roya, Beyrouth-Roya. Et c'était passionnant parce que j'allais sur le terrain, je voyais ce qui se passait, je voyais que le reste des acteurs n'y étaient pas.
et que ce qui s'écrivait ne correspondait pas à la réalité. Donc mes rapports, ils ont fait pas mal de bouquins parce que justement, j'ai amené des choses nouvelles et ça permet de faire bouger des choses. Donc en effet, alors moi, ma personnalité s'est aussi construite à la rencontre de ces diversités. Ces gens que j'ai pu rencontrer au Mali, en Somalie, en Afrique du Sud, en Angola, etc., ou en Asie, ou en Amérique latine aussi, ces gens-là ont construit ma personnalité, et donc voilà, je leur dois beaucoup, et j'encourage tout le monde à aller à la rencontre des autres, et c'est parce qu'on a rencontré les autres qu'on peut mieux les aider s'il y a besoin, et d'ailleurs ils peuvent aussi nous aider si c'est nécessaire. Autre question? N'hésitez pas, hein, N'hésitez pas, parce que mes enfants sont à peine plus âgés que vous et ils posent des questions. Hein. Oui, vous avez cité tout à l'heure plusieurs exemples qui montrent que l'Afrique pourrait se développer très vite, arriver à trouver du lait en quelques semaines, arriver à débloquer des fabrications pour arrêter le plastique, etc. Est-ce que c'est des exemples vraiment choisis ou est-ce que ça pourrait se passer ailleurs? Et du coup, pourquoi un jour l'Afrique ne se réveillerait pas? Quels sont les freins? Alors, ça peut se passer ailleurs. Hein, les briques de sacs plastiques fondus que j'ai vues, que j'ai mentionnées à Tombouctou, la même chose se fait en Haïti. Voilà. Donc Alors, parmi les freins pour l'Afrique, je pense qu'il y a ce que les économistes appellent le retard de l'accumulation primaire. Donc, l'accumulation primaire de capital, c'est ce qui permet de construire des appareils industriels, même des appareils économiques, des infrastructures, etc. Il y a eu un gros retard à cause de ces dynamiques de pillage de la période coloniale et post-coloniale. Donc ça, c'est un truc compliqué. Tant qu'on n'a pas fait cette accumulation primaire de capital qui permet de construire les infrastructures, de construire les systèmes de formation, de construire les investissements pour le développement économique, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile de le faire quand tout ça rentre dans un système d'économie mondiale très compétitif qui fait que la même quantité de lait produit en Afrique, quand on avec la productivité du système pastoral, extensif, etc., le litre de lait est plus cher en valeur absolue que le lait produit par la ferme des 1000 vaches, qui est même bien très équipée, etc., parce que tout est industrialisé. Voilà. Et donc on se trouve avec des différences de coûts qui fait que la compétition est contre les produits africains, même sur leur propre marché. Et donc c'est difficile d'avoir un développement quand on ne peut pas vendre son lait parce que le lait européen arrive moins cher. Et donc c'est compliqué de développer des économies. On arrive maintenant à casser les coûts sur la production de voitures parce qu'on a amorti les chaînes de production. Un pays qui doit se construire ses propres chaînes de production, il ne les a pas amortis tout de suite, donc nécessairement les prix sont plus élevés. Mais si les prix sont plus élevés, ils ne seront pas compétitifs et ce sera donc les autres produits qui vont arriver. Donc les retards d'accumulation primitive et la compétition avec des pays qui ont déjà en partie amorti leur appareil industriel fait que c'est assez difficile. Et donc l'Afrique va avoir à faire des choix d'abord autour de niches. Hein, je parlais des drones porteurs des choses qui sont développées d'abord là-bas. Il y a plein de dynamiques. Et puis, peut-être sur une révision des termes de l'échange autour de ce qui pourrait permettre de produire cette accumulation primitive, qui sont les matières premières du sous-sol, et notamment les métaux lourds. Et donc là, la compétition est terrible. Les compagnies chinoises, américaines, canadiennes, etc., sont en compétition absolument terrifiante, y compris prêts à soutenir des coups d'État, pour se donner l'accès durable à ces sites de ressources, de métaux lourds, métaux rares, de terres rares. Et là, c'est une vraie difficulté
qui pour l'instant n'a pas encore de solution. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a, en Afrique, se sont développées des sociétés civiles très actives, avec des réseaux associatifs, dont beaucoup sont actuellement à Dubaï. Hein, les réseaux de jeunes activistes africains sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur l'environnement, sont hyper activistes, régulièrement en danger. Et donc là, il y a des enjeux de solidarité entre les réseaux de jeunes du monde entier pour protéger, parce qu'eux sont beaucoup plus en danger que nous. Ils se font facilement descendre sur le bord de la route en allant à l'école ou à l'université. Voilà, on est quand même dans des pays où la pratique de l'assassinat reste fréquent. Il n'y a pas que chez eux, il n'y a pas qu'en Afrique, mais voilà. Et donc il y a cette difficulté, mais qui est en train sur lequel il y a d'énormes progrès qui sont faits d'interconnexion entre les réseaux associatifs des jeunesses et du monde, des sociétés civiles africaines. Donc ça, c'est un vrai progrès et des vrais contre-pouvoirs qui sont en train d'émerger, avec évidemment pas mal de dangers pour eux, mais c'est quelque chose d'assez fascinant de voir. Et je pense qu'une grande partie de l'avenir de l'Afrique viendra de cette organisation de la jeunesse, de ces demandes de la jeunesse, de ces... Quand j'étais à Dakar il y a 10 jours, j'ai rencontré toute l'équipe de la coalition de la jeunesse sénégalaise qui se sont positionnés un peu en pouvoir d'équilibre par rapport à tous les conflits des chefs qui se passent. C'est eux qui me rappelaient ce proverbe quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et eux, ils disaient, voilà, c'est quand les grands chefs se battent entre eux, c'est la population qui souffre. Et donc, voilà, donc arriver à... Et eux, ils disaient, mais donc nous, on doit montrer aux éléphants que sans l'herbe, eux meurent. Les éléphants sont des herbivores. Si l'herbe meurt, les éléphants qui l'ont piétinée meurent aussi. Donc voilà, donc ils essayent de se mobiliser sur ces questions-là. Et puis, il y a un autre élément qui me semble un facteur tout à fait passionnant, c'est que ça fait maintenant 30 ans qu'il y a de la formation de cadres techniques africains. Moi, je vois quand je rencontre mes collègues agronomes ou les collègues chercheurs ou sociologues avec qui je travaille régulièrement dans pas mal de pays d'Afrique, c'est des gens qui ont fait leur thèse à Montpellier, à Harvard, à Wageningen, des gens de bon niveau, le même niveau que nous. Ça a été plus compliqué, ils ont dû avoir accès à des bourses, mais et on a maintenant, depuis 30 ans qu'il y a de l'investissement, il y a des gens de très bonne qualité. Et donc ça, c'est une chance. Quand on arrive à se mettre dans ces réseaux-là et à les soutenir, on peut faire bouger des choses. Quand je vois, par exemple, il y a tout un travail très passionnant qui se passe dans une partie d'Afrique de l'Ouest, avec des réseaux de chercheurs africains, sur la problématique du développement de l'agroécologie en Afrique. L'agroécologie en Afrique, c'est un petit peu, notamment en Afrique sahélienne, c'est un peu plus compliqué que chez nous à cause du phénomène d'aridité. Et donc, il faut trouver des mécanismes d'agroécologie qui fonctionnent malgré l'aridité. Et donc, ils se font des recherches très passionnantes, des trucs très pointus, et c'est assez passionnant de voir. Et voilà. Donc, il y a ces capacités qui sont là, qui émergent, qui font des choses. Il faut leur donner les moyens de fonctionner parce que le budget du ministère de la Recherche à Niamey, c'est... Et encore plus maintenant qu'il y a la junte qui va donner tout l'argent aux militaires. Voilà. Mais voilà, il faut trouver les moyens de soutenir toute cette dynamique de recherche avec des cadres africains d'une très grande qualité. Et donc ça, je pense que c'est une vraie chance pour eux et c'est une vraie chance de travailler avec eux. Donc pour ceux d'entre vous qui un jour feront de la coopération, sachez que vous retrouverez sur le terrain, en Afrique, mais aussi ailleurs, des gens très passionnants, très compétents, et avec qui c'est vraiment un plaisir de travailler. Alors, soit j'ai été terriblement ennuyeux, soit vous commencez à avoir tous très faim. Alors d'abord bravo pour cette conférence très intéressante et merci.
Vous avez dit à plusieurs reprises que vous parliez africain. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu une langue, s'il vous plaît? Alors j'ai appris plusieurs langues africaines. J'ai appris le bambara, j'ai appris le sarakolé. Laquelle est la plus impressionnante? Alors j'adore le bambara parce que c'est une langue qui est pleine de proverbes. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme proverbe? Bon, il y a des proverbes connus qui sont Doni doni kono so kandabari. Ce qui veut dire? Ça veut dire petit à petit l'oiseau fait son nid. D'accord. Et puis après, c'est des gens qui ont aussi beaucoup d'humour. Par exemple, pour le jeune qui va rentrer au village et qui est fatigué, on dit Ala kambe sinaniye, que à la face que tu passes la nuit à 4 jambes. J'ai pas compris. C'est 4 jambes dans le lit. Voilà, donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a cette phrase que l'on trouve dans plein de langues africaines, Erebewa. Est-ce que la paix est avec toi? La réponse est Erebe Eredoron. La paix, oui, la paix seulement. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin de toutes ces si on a la paix, c'est génial. Et donc, cette langue-là, on la retrouve en sarakolé, on la retrouve en wolof, on la retrouve dans presque toutes les langues. C'est voilà, le masalam arabe, c'est voilà, va dans la paix. Et dans toutes ces sociétés, alors c'est marrant parce que nous on ne dit pas bonjour, est-ce que la paix va dans la paix, on ne dit pas ah, comment tu vas, est-ce que tu vas bien, on ne dit pas est-ce que tu as la paix. Nous on n'a pas ce mot-là. Ben, c'est un mot très important dans toute cette Afrique. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est en même temps un révélateur de dynamiques sociales très importantes qui sont les mécanismes de gestion de conflits. On est dans des contextes dans lesquels l'accès à l'eau pour les troupeaux, la défense des champs cultivés contre les troupeaux, les problématiques de familiales, etc. Il y a évidemment toujours des conflits, et là, il y a plein de mécanismes qui sont sociaux, qui font quelque part une architecture sociale de cohésion qui est très passionnante et qui existe dans toutes les sociétés africaines, des mécanismes de gestion de conflits, et que c'est intéressant le fait que ça soit des sociétés dans lesquelles les mécanismes de gestion de conflits soient très présents à tous les niveaux, et qu'en même temps, le vocabulaire commence par « eredoron », la paix seulement. Bonjour, donc moi j'ai 2 questions liées en fait à l'exemple du lait en poudre. Première chose, ça me menait à penser que du coup l'intervention des pays européens pouvait être néfaste à la croissance de pays africains. Et du coup, comment est-ce que les pays africains pourraient avoir une croissance la maximale, optimale, sachant que certains aussi connaissent de la corruption. Donc ça, vous n'en avez pas encore parlé, je voulais savoir si c'était un sujet qu'on pouvait aborder ici. Deuxième chose, encore par rapport du coup au lait, je me disais que est-ce que le problème finalement dans le fait que les pays africains ne refusent pas des aides qui leur est néfastes ne vient pas du fait qu'elles ne sont pas en capacité de savoir si les aides justement sont bénéfiques ou ne le sont pas, et auquel cas vous parliez aussi de chercheurs qui pourraient justement aider ces pays-là à savoir si l'aide qu'on leur apporte leur est vraiment bénéfique. Alors je vais commencer par cette deuxième question, parce qu'en fait, le problème c'est une question de pouvoir, de rapport de pouvoir et de liberté de choix. Pour l'instant, mais c'est en train de changer, hein, il y a des débats très forts au niveau du Parlement européen, il y a eu des conférences là-dessus, il y a des lobbies d'ONG européennes contre l'exportation des surplus alimentaires européens en Afrique. Donc cette bagarre, elle est présente. Elle est présente à Bruxelles, elle est présente de temps en temps au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Agriculture en France. C'est une vraie bataille, qui n'est pas gagnée encore, mais c'est une vraie bataille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les pays africains sont mis dans des situations de zéro choix, ou le choix devenant conflictuel et brutal tout de suite. Donc ça, c'est un premier élément.
Donc l'autre question était sur... Toc, toc, toc. C'est comment est-ce qu'ils peuvent savoir si finalement leur aide est bénéfique ou pas? Alors, en général, les gens savent. Les gens savent que si on leur amène des produits à bas coût, ça va être en compétition avec leur propre production. Des fois, le choix est fait d'accepter ça pour nourrir les villes. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des problématiques pour les gouvernements africains, c'est de nourrir les villes. On sait que les révoltes de la faim peuvent être des choses qui font tomber les régimes. Donc, dans pas mal de contextes, les gouvernements préfèrent importer pas cher, en grande quantité, pour nourrir les villes, sachant que malgré tout, ça va se faire au détriment des productions locales. Donc là, il y a des situations dans lesquelles les gens sont, à cause d'agendas finalement assez court-termistes, de protection de leur pouvoir, les États font des choix qui, à court terme, les sauvent, mais à long terme, coulent le pays. Donc ça, hélas, c'est la réalité très fréquente. La corruption. Alors, la corruption, c'est évidemment un des problèmes importants. Il faut savoir qu'une des grandes parties de la crise du Sahel, c'est lié à une crise de gouvernance majeure et d'une perte de confiance entre les populations et les administrations locales, largement à cause de la corruption. Quand nous, on a fait des enquêtes au Nord Mali, les gens nous disaient finalement, vous voulez, les ONG, vous voulez nous amener de l'eau, vous voulez nous amener de l'éducation, etc. Au final, nous, on s'en fout un petit peu de tout ça, parce qu'on est des Sahéliens, on est résistants, on s'est débrouillé. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand des voleurs nous volent nos troupeaux ou nous volent notre argent, on attrape le voleur, il est mis en prison, et le lendemain, il a donné de l'argent aux juges et aux policiers, il est libéré, et il vient faire des représailles sur notre village. Ça, on ne sait pas gérer. Donc voilà, la corruption, c'est l'élément majeur qui a contribué à la décrédibilisation de l'administration malienne, et notamment, et qui a permis aux autres d'arriver, parce que quand on installe la charia, quand on installe la charia, le type, il se fait couper la main, il ne revient pas, quoi. C'est un lapsus. Voilà. Quand se mettent en place des tribunaux islamiques, l'ordre règne. Et quand il y a une partie quand les gens sortent de... Moi, j'étais à Kaboul, en Afghanistan, la première fois où les talibans sont arrivés. En fait, Kaboul, à cette époque-là, c'était le règne des warlords, c'était la corruption, la violence, le viol, etc. Les talibans sont arrivés, ils ont commencé à mettre dans la ville de Kaboul des affiches en disant « Nous, on arrive demain, toute personne qui s'opposera à nous sera pendue aux arbres, mais surtout, quand on sera là, il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de viol, il n'y aura plus de corruption. » Ils sont rentrés comme dans du beurre. Aucune résistance. Les gens en avaient ras-le-bol du règne de la violence, de la corruption des chefs de guerre, et ils ont préféré voir arriver les talibans avec la charia, qui ont mis un ordre qu'on peut critiquer pour plein de trucs, et qu'évidemment, je critique pour plein de choses, et notamment la position par rapport aux femmes, mais au moins, plus de viol, plus de corruption, plus de vol. Donc ça c'est un... Alors, je ne dis pas que c'est la solution, mais je dis qu'en tout cas, l'absence de loi et d'ordre et la prévalence très forte de la corruption sont un des facteurs très forts de déstabilisation de zones entières qui ouvrent la porte à d'autres formes de gouvernance qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas qui se positionnent de façon très claire contre la corruption, contre le vol. Ça ne veut pas dire que sur la durée ça tient, ça veut dire on a vu aussi des systèmes qui finalement devenaient aussi corrompus. Mais voilà, en tout cas, la carte d'entrée de pas mal de régimes assez radicaux, c'est on est la solution face au système corrompu et pourri. Donc évidemment, il faut se battre là-dessus.
Il y a quelques années, j'avais mené un gros travail avec Transparency International sur les problèmes de corruption de l'aide. Et j'avais notamment fait tout un travail sur les risques de corruption autour de la réponse internationale à Ebola. Et donc j'étais venu faire des présentations au Mali. Et dans ces réunions, j'avais les ONG, mais j'avais aussi des gens de la primature, du bureau du Premier ministre, du ministère de la Justice, et qui me disaient, si on n'arrive pas à se battre et à éliminer la corruption, notre pays risque de tomber. Il n'est pas loin de tomber, il a pris d'autres formes, il essaie de résister par d'autres formes, et notamment les juntes militaires et les alliances avec Wagner. Mais potentiellement, il peut tomber, quoi. Est-ce que j'ai répondu? Autre question? Du coup, autre question, mais c'est pas vraiment une question, c'est est-ce que vous pourriez revenir sur la différence entre l'Angleterre et la France au niveau de l'aide qu'elles peuvent apporter? Parce qu'il n'y avait pas eu vraiment d'exemple à quel point l'Angleterre a l'air si fabuleuse par rapport à la France, et concrètement, qu'est-ce qu'ils font que nous, on ne fait pas, et comment ils le font mieux? Alors, un truc très simple. Un programme d'appui à l'accès à l'eau pour une ville, financé par l'Angleterre, privilégier les entreprises locales. Le même programme pour la même ville pour la France, privilégier les entreprises françaises. Il n'y a pas photo. Allez, une question là. Challengez-moi un petit peu. Oui, je n'étais pas là à la première heure, donc vous avez peut-être déjà répondu à cette question. Quelle raison d'espérer pour l'Afrique, s'il vous plaît? La jeunesse. Première raison, elle est là, elle est présente, elle est dynamique, elle est hyperactive, elle est engagée, elle est de plus en plus compétente et elle est mobilisée. Ça, c'est la première. Deuxième élément, la capacité de passer au-dessus de ponts. J'ai parlé du passage direct de très peu de lignes téléphoniques landline à des réseaux énormes en téléphonie mobile. Le fait d'éviter d'avoir à développer des ressources routières trop importantes parce qu'on commence à développer des drones de transport. Voilà. Cette capacité de faire des sauts technologiques, et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont arriver encore. Le fait que dans plein d'endroits, l'Afrique sait qu'elle ne pourra pas compter sur le nucléaire pour l'électrification, etc., même s'il y a des discussions avec les Russes là-dessus, mais qu'elle va tout de suite aller aux énergies vertes et qu'elle est déjà en train d'y aller. Voilà, ça fait partie de ces choses qui sont des indicateurs. Et puis, alors, autre élément qui est assez passionnant, c'est qu'en fait, on a l'Afrique qui vit en Afrique et on a l'Afrique des diasporas. Et cette Afrique des diasporas, c'est souvent une Afrique, alors c'est pas seulement l'Afrique des gens qui ramassent les poubelles à Montreuil, hein, c'est aussi une Afrique de médecins qui sont basés en France, aux États-Unis, etc. Il y a une diaspora qui s'est éduquée et qui a envie de contribuer au pays. Et que là, il y a des forces. Alors, ça doit être pris avec certaines pincettes, hein, parce qu'on a vu ça quand la diaspora cambodgienne a voulu aider le Cambodge. Ils avaient tellement perdu contact de la réalité cambodgienne qu'ils étaient presque plus français que moi pour présenter, même s'ils parlaient cambodgien, même s'ils étaient nés de parents cambodgiens. Donc voilà, les diasporas, c'est à la fois un truc génial, c'est un truc à prendre avec des pincettes à cause des fois de rêves un peu déconnectés. Mais voilà, c'est une force très importante aussi de l'Afrique. Bon, j'ai l'impression de ne pas avoir suscité de questions là, je suis vraiment frustré là.
Alors, j'aborde tout de suite un thème, le rôle de la femme. Parce que c'est un autre élément important en Afrique. On va voir si ça va amener des questions. Alors, dans plein de contextes africains, c'est vrai que les femmes sont hyper actives sous l'écran radar, hyper peu présentes au-dessus de l'écran radar. Une grande partie de l'économie africaine tient par cette économie informelle qui est mise en place par les femmes. L'accès des femmes au diplôme universitaire est encore une vraie bataille à conduire dans plein de pays. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est il se passe plein de choses qu'on ne comprend pas. En Mauritanie, pays République islamique de Mauritanie, le soir, à Nouakchott, 18 h, la vie s'éveille, c'est les femmes qui sont dehors, avec des grosses voitures, qui conduisent, qui vont faire la fête avec leurs copines, qui vont... C'est impressionnant. Aucune décision majeure n'est prise par les dirigeants mauritaniens s'il n'y a pas un certain nombre de femmes puissantes derrière eux pour les soutenir. On ne les voit jamais, mais elles sont là. Donc voilà, il y a cette dynamique qui est là, qui est présente. Alors, c'est vrai qu'on voit aussi maintenant des mouvances de la société associative, de la société civile, et sont très présentes à Dubaï, dans lesquelles les femmes jouent un rôle absolument fondamental dans la dynamique des revendications sociales, des revendications intellectuelles, des revendications artistiques. Et voilà, je pense que c'est très important. Bon, end of game.